Bonjour à tous, il est 7 heures et bienvenue dans Bonjour Omerta. Ce matin, je reçois monsieur Xavier Laurent Salvador pour parler ensemble du wokisme, rappeler sa définition originelle, le sens que ce mouvement a pris aujourd'hui à l'international et l'influence qu'il a sur chaque pays. Monsieur Salvador, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Bonjour à vous, merci de m'avoir invité. Alors c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur Omerta et aujourd'hui on se retrouve pour parler ensemble du wokisme de manière générale, rappeler un petit peu ses origines, sa définition originelle et son influence aujourd'hui à l'international. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez justement nous rappeler ce qu'est la définition originelle du wokisme et comment elle a évolué aujourd'hui ? D'accord, avec plaisir. Peut-être simplement commencer en vous rappelant que le mot wokisme est un mot qui s'est un peu imposé dans le débat public par les médias. Nous travaillons, quand je dis nous, je veux parler de l'Observatoire du décolonialisme, nous travaillons surtout sur la question décoloniale. Le mot wokisme lui-même nous a été imposé dans le débat et ce n'est pas forcément un mot que nous revendiquons. Mais comme il fait consensus, c'est avec plaisir qu'on peut en parler. C'est un mot qui vient évidemment des luttes afro-américaines, des communautés issu de l'esclavage de la fin du 19e siècle, qui désignait ce fameux éveil de conscience. D'ailleurs, c'est extrêmement intéressant de voir que le mot est essentiellement lié à la pastorale protestante ou à la pastorale évangélique à la fin du 19e siècle et qu'il prend ancrage dans les communautés américaines qui elles-mêmes sont dans la continuité de cette influence religieuse, spirituelle, parfois apocalyptique. Il y aurait beaucoup à dire sur le rôle des adventistes du septième jour, des Jews for Jesus, etc., sur le maintien du mot woke dans le débat. Évidemment, le mot a beaucoup changé de sens depuis et il s'est ancré dans une espèce de lutte pour les droits civiques au point qu'il en est venu à devenir l'outil principal rhétorique de dénonciation de ce que eux-mêmes appellent des structures de domination. Et le mot domination ici est extrêmement important. On voit bien qu'on est émancipé quelque part des luttes des classes politiques. On rentre dans une vision à la fois morale et profondément religieuse de la communauté. Et le mot wokisme devient du coup une identité de dominée et qui est partagée par un ensemble de communautés qui revendiquent elles-mêmes leur statut de communauté et qui luttent du coup pour le communautarisme. Le mot s'est rapidement étendu, évidemment, à toutes ces communautés ou autoproclamées, c'est-à-dire qu'il faudrait discuter longtemps déjà de savoir ce que c'est qu'une société dans le débat politique contemporain et a fortiori de ce que c'est qu'une communauté, mais le mot s'est ancré dans les luttes pour les minorités sexuelles, minorités religieuses, minorités de genre, passant d'une vigilance morale somme toute légitime dans le contexte de l'Amérique de l'apartheid, à aujourd'hui une grille idéologique globale. Et quand je dis idéologique, encore, moi je pense une grille morale. C'est une grille purement morale qui devient un outil politique. Le mot se radicalise dans la société américaine, il prend pied depuis une quinzaine d'années dans le débat politique français, et appartient à cette logique d'assignation identitaire, avec ce grand paradoxe qu'il est à la fois un outil d'assignation identitaire pour certains, mais à double tranchant, puisque tu ne dois pas t'échapper de la communauté à laquelle tu appartiens, que ce soit de l'intérieur ou que ce soit de l'extérieur. Et c'est tout le paradoxe auquel on assiste aujourd'hui lorsqu'il y a des revendications de liberté. Quelqu'un qui dit je n'appartiens pas à la communauté à laquelle tu veux que je sois, et bien aujourd'hui il est wokisé, déwokisé, dénoncé, social traître, et on le voit assez régulièrement. C'est un terme extrêmement polémique qui sert aujourd'hui à ancrer le débat dans un clivage culturel, mais culturel au sens communautaire. Et je pense que si on veut attaquer aujourd'hui le problème avec efficacité, c'est aux racines du communautarisme qu'il faut s'attaquer et le wokisme disparaîtra avec. Donc le phénomène est importé des États-Unis, comme vous l'avez dit, et il y a eu du coup une adaptation de dynamique dans chaque pays. Enfin, en France, par exemple, il y a eu une adaptation par rapport à des dynamiques qui existaient déjà dans la société française, c'est ça ? Il y a eu une forme d'ancrage de la dynamique communautaire la fracture sociale, en réalité, qui est le clivage social qui a traversé la France depuis une trentaine d'années, à la question proprement identitaire ou communautaire des identités issues
la post-apartheid ou la communauté de genre, sont venus s'ajouter toutes les raisons spécifiques au débat français autour des questions du colonialisme notamment et de l'émancipation des politiques coloniales, de la fracture sociale au sein des banlieues, des inégalités sociales telles qu'elles sont revendiquées par les gens qui participent à ce débat-là. Le débat est devenu complètement conflictuel avec l'universalisme républicain. Et il faut bien le dire, par rapport à la logique et à la rhétorique américaine, la France est traversée par des tensions qui sont le propre de son histoire, de son originalité. D'un côté, un attachement, pour ainsi dire, radical à la question de la laïcité, mais en même temps un héritage colonial fort qui fait que, par exemple, l'islam occupe en France et en Europe en particulier une place très particulière qu'elle n'occupe pas aux États-Unis et qui rend le débat autour de la question de la domination et du communautarisme beaucoup plus tendu, beaucoup plus touchy qu'il ne l'est outre-Atlantique. Donc évidemment, on voit là des tensions majeures, notamment avec la question de la laïcité, par exemple, ou avec la question de l'universalisme républicain, qui amène à une adaptation extrêmement conflictuelle du wokisme sur le terreau français. À tout ça s'ajoute les spécificités de la jeunesse dans un pays vieillissant, dans une université qui elle-même est à bout de souffle, et vous avez là tout le paysage d'un désastre que nous dénonçons depuis quelques années maintenant. Alors du coup, il y a quand même le phénomène de mouvement woke de manière générale, mais est-ce qu'il existe aussi du coup plusieurs formes de wokisme en fonction de l'adaptation des pays? J'imagine que le wokisme américain a des différences avec le wokisme français ou européen. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ça et quelles sont les différences principales du coup qu'on peut voir d'un pays à l'autre? De manière générale, je dirais qu'aux États-Unis, il y a quand même quelque chose d'extrêmement particulier. Ils ont deux outils que nous n'avons pas spécifiquement. Ils ont par exemple ce qu'on appelle la théorie critique de la race, hein, la Critical Race Theory par exemple, qui est extrêmement ancrée. Le mot race n'est pas un tabou dans la politique américaine. Ils ont eu l'apartheid jusqu'aux années 80. Voilà, quand on avait Gaston Monnerville qui était Premier ministre, eux, ils avaient l'apartheid dans les cinémas. Et ils ont également une politique de genre qu'ils ont mis en place depuis très longtemps, à laquelle ils ne s'habituent pas, mais qui a entraîné tout ce qu'on appelle la diversity, equity, inclusion, etc., les DEI, entre lesquels les gens comme Jordan Peterson luttent depuis maintenant assez longtemps aux États-Unis, mais qui sont assez spécifiques à une vision de la société qui est elle-même une vision protestante, fondée sur la communauté, qui admet l'idée, par exemple, qu'on puisse parler de race mentale, mais aussi dermique, de manière aussi décomplexée. Alors c'est sûr que dans le paysage français, le wokisme, sur ce soubassement de lutte pour les minorités, enfin ça c'est le prétexte moral qui apparaît, il y a un métissage qui vient s'opérer avec notamment la mémoire coloniale, la question de l'islam qui est au cœur du problème, et la conflictualité avec la laïcité que ne connaît pas le monde américain. Moi, j'ai eu l'occasion de donner deux, trois interviews pour des médias américains, j'étais encore la semaine dernière avec Peter Bogossian. La question de la laïcité, quand même, ouvre par exemple des portes pour affronter la question du communautarisme. Mais les États-Unis sont totalement démunis face à ça. Donc, l'attention dans le paysage français et la redéfinition du mot, elle vient de ce que le wokisme protéiforme s'adapte aussi au débat parce que l'État français, la République française, avait les outils, la citoyenneté, la République, la laïcité, et donc ça provoque une adaptation de l'autre côté. C'est l'accusation de l'islamophobie, par exemple, qui devient du coup une revendication woke. Alors aujourd'hui, on voit les communautés LGBTQI+, qui commencent à dénoncer le mariage pour tous, reprenant les discours les plus réactionnaires. Donc ce caractère protéiforme, en fait, finit par dénoncer ce qu'est le wokisme en réalité. Et ça, je voudrais vraiment le dire avec le regard d'un Français, parce que par rapport à la politique américaine, ben, j'ai pas grand-chose à vous dire. Mais ce qui est certain, c'est qu'en France, le wokisme est devenu une grille de lecture morale, avec tout ce que ça peut impliquer dans la société. Alors, qu'est-ce que ça veut dire morale? Ça veut dire que c'est une philosophie politique qui s'occupe simplement de dire aux gens ce qu'ils doivent penser pour être bons et ce qu'ils doivent dénoncer de ce qu'ils jugent mauvais. Quand votre pensée politique, quand votre pensée philosophique se résume simplement à savoir ce qui est bien ou pas bien, dans un pays où on est censé avoir lu Kant en terminale, où on est censé avoir lu Hegel et où on est censé comprendre ce que c'est que la lutte des classes, on voit bien qu'il y a un appauvrissement de la pensée idéologique et philosophique. Et donc en France, ça donne cette espèce
discours moralisants, parfois à contre-critères absolument épouvantables. En Allemagne, on voit par exemple que le wokisme cristallise autour de la mémoire de la Shoah, avec une extrême prudence identitaire. Dans beaucoup de pays du Sud, on voit l'articulation postcoloniale, je pense notamment, alors c'est aussi étonnant que ça puisse paraître, mais enfin l'Italie, l'Espagne voient réactiver cette identité, alors soit postcoloniale ou post-conquista avec lequel l'Espagne, ça pose quand même pas mal de problèmes. Et donc tout ça aboutit à une espèce de pluralité. Et si aujourd'hui on devait disséquer ça de manière très plate, on verrait que à la fin du fin ne subsiste plus que cette question d'éléments de discours, de grille idéologique morale. Et pour l'université, le problème, puisque moi je regarde ça du point de vue de l'université, à la fois en tant que chercheur et en tant que père de famille, eh bien, c'est que la grille de science, l'objectivité de la science avec laquelle on doit avancer avec confiance pour de meilleures découvertes, finit par devenir en réalité un étayage politique, un étayage moral des discours politiques. Et ça, c'est extrêmement dangereux. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas pour le bien, on travaille pour le vrai. S'il n'est pas vrai que telle lutte écologique, par exemple, euh, nous fait avancer vers la vérité, eh bien, il n'y a pas de bien à en retirer. Et il faut vraiment revenir à des fondamentaux. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est juste? Et on se rend compte que le wokisme s'effritera très vite. Mais malheureusement, on voit que la question des différents pays européens confrontés au wokisme n'avance pas dans cette direction. Hmm. Vous avez évoqué l'influence, enfin l'importance universitaire. On reviendra à ça un peu plus tard dans une prochaine question. Vous avez également évoqué la laïcité, la mémoire historique. En France, quelle autre transformation sociétale majeure, justement, on peut attribuer à la diffusion des idéaux, que par exemple le langage inclusif, le rapport homme-femme, les questions identitaires? Alors, en fait, dans votre question, ce qui m'embête un peu, c'est le mot majeur. Je conteste que ce soit majeur, mais bon, ce qui est certain, c'est qu'il y a des éléments de langage, en tout cas, qui rentrent. Je dis bien des éléments de langage, hein, parce que, enfin, moi, alors, pardon, mais on est entre nous, il est tôt ce matin, mais il faut être sincère. Moi, lorsque je discute avec mes étudiants, la sincérité de ces modifications majeures dont vous parlez, elle est quand même très contextuelle et très liée à la réalité du temps. Ils se conforment à un discours parce qu'ils savent que c'est quelque chose, c'est un moyen de réussite. On a beaucoup menti aux enfants de France pour la réussite scolaire, pour la réussite à l'université, pour la réussite par les études. Ils sont capables de voir que adopter certains éléments de langage est un vecteur de réussite, donc ils l'adoptent. De là à dire que ça les est profondément transformés de l'intérieur, là je parle en tant qu'enseignant, et j'enseigne dans des terrains difficiles. Moi, je suis à Paris 13, Villetaneuse, Bobigny, Saint-Denis, etc. Je ne suis pas totalement convaincu que ce soit majeur. Et je pense que quand les circuits de réussite changeront, les discours changeront, les attitudes, elles resteront. Mais vous avez raison, il y a des choses qui ont pénétré le débat public, notamment dans l'entreprise, notamment dans le discours médiatique. Vous évoquiez l'écriture inclusive. Dieu sait comment on a lutté contre ça, avec tous les paradoxes et les âneries qu'on peut lire, qu'on l'a profondément dénoncé. On peut voir par exemple les relectures militantes de l'histoire. Enfin, je regardais encore l'interview qui circule là, de Laure Murat sur les réseaux sociaux, où on nous explique que, en fin de compte, c'est pas bien de modifier les livres, mais pas parce que c'est un impératif éthique, mais parce que vous comprenez, on priverait les communautés de leur histoire en supprimant les mots. Enfin, et ça devient des dames patronesses puissance 1000. Oui, il faut déboulonner les statues, mais il ne faut plus les jeter. Dit Laure Murat, vous voyez, donc cette relecture militante de l'histoire, et on pourrait parler de Pascal Blanchard, enfin, voilà, on pourrait parler de Blanchard, on pourrait parler de beaucoup de gens. Aujourd'hui, cette relecture militante, c'est un héritage du wokisme de ces dernières années, la reconfiguration des rapports hommes-femmes, notamment au sein de l'entreprise. Je discutais l'autre jour avec un collègue, moi je suis médiéviste, hein, j'enseigne l'histoire de la langue, et j'appelle mes étudiantes mademoiselle. Ça, enfin, bon, et puis on me reprend si on me dit non, ben voilà, moi c'est monsieur, bon, ben, on discute 5 minutes, si elle me dit moi c'est madame, donc voilà, mais ça m'arrive, ça m'échappe, j'enseigne ce que c'est que le mot dame, ce que c'est que demoiselle, ce que c'est que pucelle en ancien français, c'est les étapes de la féminité, mais comprenez-les bien comme des étapes de famille, c'est la mère, la fille et la petite enfant. Et donc, un de mes collègues me dit, ah, mais t'as pas le droit de dire mademoiselle. Oui, enfin, vous ne m'interdirez pas d'employer des mots, vous voyez, mais c'est l'administration qui n'a pas le droit de dire mademoiselle, et je peux le comprendre. Mais personne ne m'interdira de parler, mais eux, ils ont intégré l'interdit. Donc, qu'est-ce que je fasse avec ça? Voilà, ils sont plus collabos que le système ne le demande. Donc, c'est une reconfiguration de ces transformations sociales majeures. Euh, dans le discours, par exemple, scientifique majeur, c'est la figure du vécu.
C'est-à-dire que ce qui était autrefois une question de savoir est devenu aujourd'hui une question d'être. Et c'est admis. Autrefois, il y avait la modestie de dire, vous savez, on disait dans une thèse, ne dites pas je, employez le nous de modestie. Bon, aujourd'hui, les gens emploient le nous de modestie pour faire une thèse sur moi, ma vie, mon œuvre de transsexuel arrivé en France en 92. Bon, voilà, donc, waouh, le paradoxe est complètement vertigineux, si vous voulez. Et ça fait plus sens. On voit la modification du champ, dans le champ administratif de tellement de phénomènes. On voit la particularisation et la polarisation accrue pour des conflits qui se judiciarisent autour de questions qui autrefois étaient des questions humaines. Donc, on hérite dans une Europe qui est partagée entre ce qu'on appelle la common law, c'est-à-dire la loi, je vais le dire très vite, mais on est entre nous, il est tôt, mais disons le monde protestant et le monde catholique, et le droit continental, hein, ça a une conséquence juridique majeure en Europe, le droit continental et la common law. On hérite du pire en réalité, de la common law dans un monde qui n'est pas adapté. Nous pensons le citoyen face à une seule communauté universelle qui est celle de la citoyenneté, il pense à des délégués communautaires qui se substituent à cet état d'esprit-là. Et donc, c'est effectivement très conflictuel et ça marque la fin d'un monde. Justement, dans tout ça, pour y revenir, quel rôle l'université et les sciences humaines jouent-elles dans la diffusion ou la structuration de ces idées en France principalement? Un effet majeur pour une raison simple, qui est celle de la place qu'occupe l'université dans le dispositif. Vous savez, il y a 71 universités en France. Ouais, mettons 73 si on compte toutes les universités. 73 établissements qui accueillent 60% de la jeunesse. Il y a à peu près 4500 établissements du supérieur. Vous vous rendez compte, 4500. Ça veut dire qu'il y a 4430 établissements qui vivent et qui génèrent 4 milliards de bénéfices sur 40% de la population de la jeunesse. Donc, on a 71 universités dans lesquelles on accueille toute une jeunesse qui a reçu son baccalauréat, qui sait qu'aujourd'hui, il lui faut un Master 2 pour intégrer potentiellement le monde actif. C'est une cocotte minute. Donc, l'université, elle joue un double rôle. Et c'est assez compliqué à comprendre, mais je vais essayer de le présenter très simplement. On a d'abord une recherche scientifique qui est paupérisée. Là, je parle du chercheur, de l'enseignant, et qui est soumis à des guides, à des moyens de financement qui viennent de l'Europe. Or, l'Europe, je vais le dire de manière très simple, il n'y a aucun délégué de l'Europe du Sud qui participe à la sélection des projets. Voilà, tout se fait en anglais avec les mots de l'anglais. Donc, les mots de la recherche aujourd'hui sont les mots de la cause anglaise. Donc, on ne peut pas en vouloir aux chercheurs qui ont plus le rond de se conformer à des discours qui leur rapportent parfois jusqu'à 4 millions sur 4 ans à dépenser pour faire vivre des étudiants. Mais du coup, ça vous explique pourquoi les mots de la race, les mots du genre sont devenus si prééminents dans le débat. Et il y a des gens qui adhèrent sincèrement à ça. Ce discours-là, il se répercute dans la pédagogie. Et du coup, on a des étudiants qui ont compris que c'était un moyen de réussite parce que leurs enseignants réussissent comme ça en réalité. Et donc, évidemment, ça pénètre activement toutes les couches d'une certaine jeunesse. C'est pour ça que les grandes écoles aujourd'hui sont complètement reformatées à ce niveau-là. Je vous rassure tout de suite, dans des universités, dans des territoires très difficiles, de banlieues extrêmement islamisées, les mots du wokisme ne rentrent pas. Aussi paradoxal que ça puisse paraître, mais ça peut se comprendre. Bon. Et donc, on voit ce paradoxe qui fait que des éléments de discours politique, qui sont ceux, par exemple, de certains partis extrêmement vindicatifs sur la question du genre, de la race, de la minorité, partis d'extrême gauche notamment, du coup, peuvent s'appuyer sur un discours scientifique qui étaye leur discours politique. Et c'est ça qui est extrêmement dangereux en réalité. C'est qu'aujourd'hui, quand on vous dit des experts, on dit que c'était pour votre bien qu'il fallait penser comme ça. On en arrive très vite à l'idée que des hommes politiques vous disent mon discours politique est meilleur, les experts l'ont dit. Ça, c'est du lysenkisme. Et c'est en train de rentrer dans les esprits aujourd'hui que l'université est là pour dire ce que c'est que bien voter. Voilà, ça, c'est une révolution majeure à laquelle participe l'université parce qu'elle fournit des éléments qui sont des éléments de pseudosciences pour étayer de faux discours politiques. Et à côté de ça, évidemment, on voit une homogénéité idéologique qui se construit dans une espèce de relation très paradoxale entre des étudiants qui se conforment à un discours et des enseignants qui sont là pour le promouvoir. On a une preuve de ça qui est quand même assez flagrante. Quand on fait nous signer, alors quand je dis nous, je veux dire l'Observatoire, nous ne sommes pas un parti justement, nous sommes un collectif de chercheurs venus de différents horizons attachés à l'ancienne science.
à ce que, par exemple, l'ancien français, la grammaire, l'histoire ou la médecine survivent. Quand on fait signer une pétition pour dire que, par exemple, c'est pas bien d'être antisémite et d'être enseignant, je pense que ce n'est pas plus consensuel dans le monde universitaire. On va avoir 50, 70, 80 collègues qui vont se mobiliser. Quand ils font une contre-tribune, ils sont 5000. Mais quand vous regardez les 5000 qui signent, il y a 4900 étudiants. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la cohorte d'étudiants, elle se met du côté de ce qu'elle identifie comme une voie de réussite. Donc vous voyez que c'est comme ça que cette jeunesse, finalement, s'habitue à être autocentrée, à faire d'elle-même une science. Moi, j'y vois là une révolution bourgeoise, mais c'est un autre problème. Et puis, il y a des choses qui aujourd'hui font partie du décorum de l'université, mais qui font qu'aujourd'hui, on voit les enseignants qui enseignent que l'ANU, c'est un territoire démocratique et qui font cours à poil, ou on voit des collègues qui vont justement faire de la lutte pour le féminisme, une lutte pour leur corps, et de leur corps un objet d'étude pour leurs étudiants. Pourquoi pas, au point où on en est. Et Donc, après le ça, débat sur le pluralisme académique et l'université comme incubteur et légitimateur symbolique de ces discours politiques, c'est vraiment là, sans doute, un des grands enjeux. Mais comprenez bien que quand on parle de ces 60% de jeunes, on parle de ce que sera la société de demain. Et je termine simplement en vous disant ceci, c'est que, en une phrase, si on enseigne le français à l'école, c'est parce que l'université a dit que le français était une science. Si demain on vous dit que la magie écologico-matriarcale est une discipline, après-demain, on enseignera la magie écolo-patriarcale dans les écoles. Comprenez bien que c'est l'université qui fait l'épistémologie de la science. Donc, les choses bougent, il faut que nous nous bougions aussi. maintenant qu'on comprend bien justement ce passage par l'université où finalement toutes les mentalités de la jeunesse se créent et se forgent, vont avoir des conséquences du coup après sur les familles, les structures familiales qui vont eux-mêmes créer. Et du coup, quel impact ça a sur l'éducation des futurs enfants et la transmission aussi des valeurs, notamment en France? Je profite de cette occasion pour vous rappeler que j'ai écrit un livre Vous avez raison. qui s'adresse spécifiquement aux parents d'un enfant woke. D'accord? Que répondre à mon enfant? Voilà, que répondre à mon enfant woke? Euh, Justement pour aborder cette question, parce que je pense que le rôle joué par les parents est majeur. Je vais prendre l'exemple plus, enfin, les deux exemples paradoxaux. D'un côté, les parents qui disent ah mais le système est fichu, je vais envoyer mes enfants en Angleterre et aux États-Unis, et on les y envoie 3 ans et ils reviennent plus woke que woke. Bon bah voilà, bien joué. Et inversement, des gens qui disent j'ai pas le choix, j'envoie mon fils à l'université, il fait de la géographie, c'est super, c'est objectif, et il revient et il a eu 8 heures de cours avec Raquel et Borghi, nu sur l'anus comme territoire démocratique. Donc oui, ça a des conséquences sur la famille, notamment sur la déconstruction peut-être des modèles familiaux traditionnels. Il faut bien voir aujourd'hui que la place de l'enfant, notamment l'enfant en construction, n'est plus tout à fait la même. On le voit sur cette orientation basée sur la diversité, sur l'inclusion, qui sont des mots moraux, et qui du coup sont des leviers au sein des familles pour mettre en difficulté, par exemple, la parole du père, la parole du maire ou la parole de la mère, pardon, ou la parole des représentants. Lorsqu'un enfant vous dit tu dois être inclusif, ça devient un impératif moral et les parents qui ne veulent pas être largués se disent oui, oui, il faut que je sois inclusif. Et finalement, on crée quoi? On crée un renversement d'autorité qui abîme en réalité l'enfant et le jeune. On voit la question sur les normes de genre qui, dès l'enfance, sont posées à la famille, et bien souvent, les gens sont démunis face à ces problématiques-là, alors qu'en réalité, c'est justement le rôle de la famille d'être l'endroit où se construit la réponse. Et c'est dans le dialogue avec les parents qu'on doit comprendre que l'adolescence est une période de transition. Il n'y a pas une transition à créer sur la transition. Émerger à l'âge adulte aujourd'hui est presque devenu une problématique. Justement parce que c'est porté par l'idée que dans une communauté, on doit être ce que l'on est et qu'on ne doit plus sortir de ça. Et c'est donc dans l'enfance ou dans l'adolescence où vous intégrez dans une communauté, vous êtes dans une logique d'assignation identitaire, sociale, et ça c'est à dénoncer, mais la pression, elle est interne, c'est la logique de la secte. Tu es ce que la communauté te dit que tu es. Et donc la parole de la famille aujourd'hui est délégitimée parce qu'elle se heurte à la question de la communauté en réalité. La première communauté à laquelle un enfant appartient, c'est sa famille. Mm. Et en luttant contre ça, en désocialisant ou en décontextualisant l'enfant de sa famille, on crée cette crise de valeur que tout le monde sent bien aujourd'hui, qui est patente.
Mm. L'héritage, aujourd'hui, lisez les livres de Thuram sur la question de l'héritage culturel ou identitaire. Enfin, Peau noire, masque blanche de Fanon aura permis d'autoriser des discours d'une violence à l'égard de jeunes issus, par exemple, de l'histoire coloniale, absolument violents. Et d'ailleurs, on voit bien en retour euh, l'aberration à laquelle on se trouve. Enfin, je prends toujours cet exemple d'une jeune étudiante, par exemple, qui ne veut pas porter le voile chez elle, par exemple. Vers qui se retourne-t-elle aujourd'hui pour pouvoir être aidée dans sa démarche émancipatrice? Vers l'université? On lui répondra, mais non, Khadija, tu dois porter le voile, c'est ton rôle, c'est ta communauté. Vers les gens de sa communauté, justement, ils lui diront, mais non, tu dois porter le voile. Vers la police? Et la police est démunie face à ça. Et en réalité, on voit que cette logique identitaire, même au sein des familles, elle n'aide ni l'individu à grandir, ni la famille à se renforcer. Et en réalité, tout ça est très hypocrite. Et quand on voit quand l'actualité montre ce que nous traversons aujourd'hui, on se rend bien compte que tout ça, finalement, est une espèce de conséquence d'une déliquescence absolument odieuse. Mm. Pour conclure un peu tout ça et terminer cet entretien, quelles pourraient être du coup les futures évolutions de ce mouvement? Est-ce que vous pensez que c'est plutôt en déclin, en transformation, ou est-ce qu'il peut encore y avoir une expansion même à l'échelle internationale? Bon, c'est un sujet passionnant, je m'en voudrais pas trop, mais c'est vrai que c'est un peu, il y a beaucoup de choses à dire. Mais bon, déjà, permettons de décontextualiser la nation, je dirais que de manière générale, sans doute qu'une des conséquences du wokisme aux États-Unis aura été l'élection de Trump. Et cette élection, bon, le temps nous laissera juge, mais sans doute que le wokisme en tant que mouvement ou en tant que revendication est en train de reculer dans le monde américain. On observe de timides reculs aussi dans l'espace médiatique en France. Quand je parle de Laure Murat, on voit apparaître aujourd'hui une forme de wokisme hybride qui est celui de la dame patronesse, c'est-à-dire non, mais tout ce qui est excessif est insignifiant, on déboulonne, mais on garde les statuts, on corrige les livres, mais c'est pour leur bien. Vous voyez, donc, espèce de condescendance odieuse. Donc, d'un certain point de vue, les idées reculent, mais les mots restent. Et les mots restent, et ça, c'est un vrai problème, d'une part. Ensuite, la situation française est différente. Pour des raisons que je ne comprends pas, ou qu'on comprend trop au vu de ce qui se passe aujourd'hui avec l'actualité la plus brûlante, euh, la France est peut-être la terre qui risque de devenir le dernier conservatoire du wokisme. Que ce soit dans son université, parce que c'est une politique nationale, mal contrôlée, qu'on a délégué la recherche justement les institutions anglo-saxonnes. Quand vous voyez la politique du président Macron, qui consiste d'un côté à mettre Pape Ndiaye comme ministre de l'Éducation nationale et à attirer tous les woke américains pour qu'ils viennent en France, et ils ne viennent pas, et on comprend, parce qu'à 3000 balles par mois, les Américains, ils viennent pas, donc évidemment, mais il y a quand même cette idée que la France est le dernier paradis woke, et donc la contre-offensive, à mon avis, à laquelle on assiste partout en France, elle ne fera pas souffle. Bon. Alors, on voit aussi s'institutionnaliser dans le discours médiatique, dans l'entreprise, cet héritage du wokisme, que ce soit dans l'écriture inclusive administrative, des mots comme tous, etc. On voit l'avenir qui dépendra de l'arbitrage, notamment autour de la laïcité, quand vous voyez qu'aujourd'hui, la lutte pour la laïcité devient une espèce de lutte fasciste dénoncée par l'extrême gauche elle-même, qui d'une main dénonce le mariage pour tous, et de l'autre vous explique que la laïcité, c'est un truc de facho. Vous vous dites que la schizophrénie à laquelle nous assistons aujourd'hui finira de toute façon, et c'est le sens de schizein en grec, hein, par séparer, par achever la fracture sociale. Quelle sera la part, quels seront les 51% qui remettront le pays dans une direction commune? Honnêtement, et mes collègues me disent, mais tu es pessimiste, mais c'est pas, enfin oui, voilà, je pense que la situation évoluera un peu partout. Je ne suis pas certain qu'elle évoluera bien en France. Mm. Bon, malheureusement, on termine sur ces paroles, mais merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui et de nous avoir partagé votre expertise. Et puis, on met dans la description de la vidéo le lien vers votre livre que vous avez évoqué. Et puis, on espère vous revoir prochainement sur Omerta. Bah, avec plaisir, je serais très content de vous revoir et merci pour votre invitation. Merci à vous, encore une fois. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à demain pour une nouvelle thématique avec un nouvel invité. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée. À demain!